George Reisner est le premier des grands égyptologues américains. Au XIXe siècle, il fallait être un esprit libre aux États-Unis pour aimer l'Égypte ancienne. L'influence de l'Ancien Testament et le poids de la croyance religieuse dans la culture anglo-saxonne ont longtemps retardé les débuts de l'égyptologie. L'Égypte, considérée alors comme une terre d'esclavage et de paganisme, responsable de l'oppression du peuple hébreu, constitue en revanche un fabuleux réservoir d'images pour les peintres américains et les sujets d'inspiration sont très souvent tirés du livre de l'Exode. La société égyptienne est également perçue en Amérique comme un monde dépravé sur le plan des mœurs. Femme de pouvoir et femme fatale, le personnage de Cléopâtre incarne dans l'imagination populaire tous les vices de la terre. Cette représentation négative de l'Égypte pharaonique survivra jusqu'au milieu du XXe siècle à travers quelques-uns des plus célèbres films hollywoodiens, Cléopâtre et les 10 commandements. C'est vers les années 1890 que seront créés, dans les grandes universités comme Chicago, Harvard ou Berkeley, d'importants départements consacrés à une discipline qui va bientôt faire fureur. Les pionniers de l'égyptologie américaine qui engagent les États-Unis dans la compétition internationale s'appellent Henry Breasted, Herbert Winlock et George Reisner. Né à Indianapolis en 1867, d'une famille modeste originaire d'Allemagne, George Reisner fait son droit à Harvard, mais il se passionne très jeune pour les langues sémitiques. Il étudie les hiéroglyphes et les civilisations de l'Orient ancien. Nommé professeur, il rêve d'autre chose. Riche mécène passionné d'archéologie, Phoebe Hearst lui donne sa chance et finance sa première mission en Égypte. Le grand départ pour George Reisner coïncide avec la fin du siècle. À 32 ans, il arrive au Caire, impatient de se confronter à la réalité du pays. Reisner installe son camp au nord de Luxor, dans la région de Coptos et de Deir el-Balas, là où il a obtenu sa première concession de fouilles. Il fait dégager un nombre considérable de sites datant du Nouvel Empire, forteresses et nécropoles. C'est là qu'il va apprendre véritablement son métier. La dureté des conditions de vie n'entrave en rien son énergie. Véritable drogué de travail, il impose à ses ouvriers un rythme infernal. On dit qu'il ne leur accordait pas un seul jour de repos. Il fallait une sacrée force de caractère pour résister 5 ans dans un tel dénuement. En 1905, l'université de Harvard et le musée de Boston vont s'associer pour augmenter les moyens financiers de l'égyptologue. Reisner, qui avait largement fait ses preuves à Coptos, franchit un cap et s'installe au pied des pyramides, sur le grand site de Giza. Avec l'accord du service des Antiquités, dirigé par Gaston Maspero, le site de Giza fut partagé entre 3 grandes nations étrangères. À l'Italie, on donne la pyramide de Khéops, à l'Allemagne, Képhren, aux États-Unis, Mykérinos. Chaque pays voulait aussi une portion du grand cimetière de l'Ouest. L'endroit fut divisé en 3 lots. On s'est réunis sur la terrasse de l'hôtel Mena House et on procéda au tirage au sort au moyen de papiers déposés dans le chapeau de Madame Reisner. Les Italiens ont gagné la partie sud, les Allemands la zone centrale et j'ai obtenu le secteur nord.
C'est sur le plateau de Giza, dans le célèbre Harvard Camp, un haut lieu de rendez-vous pour les scientifiques et les voyageurs venus du monde entier, que Reisner se sent définitivement chez lui. Et c'est à ce site mythique que sa mémoire est associée pour toujours. Il vit en famille avec sa femme et sa fille, qui partageront jusqu'au bout son existence singulière. Mais au fil des années, Reisner sut aussi s'entourer d'hommes remarquables, car il avait le talent de faire confiance aux autres. C'est à son bureau du Harvard Camp qu'il met définitivement au point les techniques de fouille et d'enregistrement qui établissent sa réputation. Comment procède Reisner? Il contrôle son impatience, observe les objets qui sortent du sol et s'en imprègne longuement. Tout est photographié. Alors seulement, il commence à dégager les statues avec une délicatesse d'entomologiste. Il est le premier archéologue au monde à utiliser systématiquement la photographie et fixe ainsi chaque étape du déblaiement. Il nous laisse un fond photographique de 60 000 clichés sur plaque de verre. Lorsque j'ai commencé à fouiller, j'ai posé le principe que toute observation devait être accompagnée d'un enregistrement photographique des faits observés. Aujourd'hui, mes convictions n'ont pas changé. Disséminées sur le plateau, les nécropoles de Giza forment de véritables petites villes. Pendant près de 40 ans, Reisner dégage un immense secteur qui renferme les tombes des grands personnages de l'Ancien Empire. L'une des tombes les plus remarquables est peut-être celle de la reine Mérésenque, petite fille du pharaon Khéops et fille de Képhren, qui régnait sur l'Égypte il y a 4500 ans. Les parois célèbrent la beauté de la reine et évoquent la vie à la cour. Chose très rare, cette chapelle contient une série de statues de femmes qui toutes personnifient Mérésenque.
partout, les célébrités défilent au Harvard Camp. Des archéologues comme Howard Carter et Lord Carnarvon, les futurs découvreurs du trésor de Toutankhamon, mais aussi des princes et des chefs d'État, la reine de Roumanie et la reine Marie de Belgique. Pour tous ces personnages illustres, la maison de Reisner devient l'endroit où il faut être vu. À la date du 17 mars 1912, il note avec agacement dans son journal « Il y a eu tant de visiteurs aujourd'hui que je n'ai pas pu inscrire tous les noms. » On sait que ces mondanités assommaient Reisner, qui préférait passer ses soirées tranquilles à lire des romans policiers ou à parler métier avec ses collaborateurs. Mais cet homme, qui était une grande gueule, ne manquait pas d'habileté et savait jouer sur tous les terrains. Il ménage le musée de Boston, qui finance ses fouilles, mais ne sacrifie jamais son travail scientifique à la simple recherche de beaux objets pour le musée. Pourtant, malgré les apparences, Georges Reisner n'a rien d'un scientifique au cœur froid. On se rend compte au contraire, en lisant son journal, qu'il éprouvait une passion physique pour l'Égypte. Les gens l'adoraient, comme il adorait les Égyptiens. Il a entretenu des amitiés très profondes avec des hommes et des femmes qui l'ont accompagné pendant 30 ou 40 ans. سايب الفرن تعال الحق يا عم ياخد يا تعال حق البيت تعال حق البيت En 1908, il met au jour, dans les magasins funéraires du temple de Mykérinos, 4 groupes de magnifiques statues. Taillées dans une pierre vert foncé qui ressemble au schiste, les triades représentent le pharaon debout entre la déesse Hathor et une figure féminine incarnant une province de Haute-Égypte. Peu après, il fait une autre découverte majeure, un couple de statues figurant Mykérinos et la reine Khémeren-Nepti. Dans son journal, à la date du 21 janvier 1910, Reisner décrit l'événement avec une parfaite sobriété d'expression. C'est une très grande satisfaction de pouvoir ajouter cette pièce au groupe des portraits de famille. Ces statues splendides vont donner lieu à une transaction compliquée et exemplaire de ce qu'était le partage des fouilles en Égypte avant la guerre de 1914. C'est Maspero, en sa qualité de directeur des Antiquités, qui tranche. Il propose à Reisner de rendre l'une des triades au musée du Caire. En contrepartie, l'Américain pourra emporter le couple de Mykérinos à Boston. C'est ainsi qu'en quelques heures, Reisner et Maspero s'échangèrent leurs chefs-d'œuvre. Même si Giza reste toujours sa base, l'archéologie entraîne Reisner au cœur de la Nubie. Il remonte le Nil jusqu'à Khartoum et se passionne pour les liens qui unissent l'Égypte pharaonique à l'Afrique noire.
Les équipes de Reisner explorent d'abord une série de forteresses de briques, Semma, Mirgissa et Kumma, aujourd'hui noyées sous les eaux du barrage d'Assouan. Plus au sud, à Kerma, Reisner entreprend un travail titanesque sur la ville et exhume des centaines de tombes circulaires enfouies dans la nécropole. Il en extrait un mobilier funéraire de toute beauté, dont les fameux vases tulipes et de merveilleux bijoux, colliers de perles en faïence, en quartz et en or, ainsi que des céramiques uniques au monde. Reisner prend conscience de la grande originalité du royaume de Kerma, au carrefour du monde méditerranéen et de l'Afrique profonde. Par leur couleur et leur forme, les objets qu'ils mettent au jour portent la marque de cette double appartenance. Mais le nom de Reisner reste avant tout associé à la montagne sacrée du Djebel Barkal, où il dégage l'ensemble des grands temples où demeurent les statues royales de l'époque couchite. À proximité du site de Nouri, Reisner découvre dans la tombe du pharaon Taharqa des centaines de petites statuettes en granit, en schiste, en albâtre. Les Ushepti servaient à accomplir dans l'au-delà les corvées à la place du mort. Pendant ce temps, tout au long des années 30, l'Égypte est prise d'assaut par les explorateurs américains. L'engagement artistique se double chez les gouvernants d'une volonté politique. Les musées et les universités américaines entreprennent des expéditions qui, d'après la propagande de l'époque, sont plus élaborées dans leurs équipements, plus ambitieuses dans leurs objectifs, plus généreusement financées qu'aucune autre expédition envoyée par aucun autre pays dans le monde. 7 grandes institutions se lancent ainsi dans l'aventure et rivalisent de prouesses. Nombreux sont les hommes placés à la tête de ces expéditions qui joueront un rôle déterminant dans l'aventure de l'égyptologie. C'est ainsi qu'Herbert Wenlock, qui dirige les fouilles financées par le musée Metropolitan de New York, réalise une découverte miraculeuse en poursuivant l'exploration d'une tombe creusée au-dessus du temple de Der el-Bahari. L'endroit a déjà été visité, mais l'Américain pense, à juste titre, qu'il n'a pas livré tous ses secrets.
Après plusieurs semaines de fouilles, Winlock parvient dans une anfractuosité où lui apparaît un incroyable spectacle. On aurait dit une armoire à jouets abandonnée. Les figurines de bois, d'une finesse remarquable, appartenaient à un certain Méquetré, chancelier du roi. Les modèles de Méquetré mettent en scène les moments heureux que le mort espère revivre dans l'au-delà. Cette découverte eut un tel succès qu'à son corps défendant, Herbert Winlock est rappelé à New York où il devient directeur du Metropolitan. De tous les égyptologues américains, George Reisner fut donc le seul à vivre sa passion jusqu'au bout. En 1925, sur le plateau de Giza, il accomplit l'exploit le plus fameux de sa vie d'archéologue en perçant le mystère de la tombe royale de la reine Hétépérès, la mère du célèbre Khéops. Après avoir longuement réfléchi, Reisner comprend que le tombeau a été attaqué par des voleurs qui ont dérobé la momie sans avoir le temps d'emporter la totalité du trésor. Sous la conduite de l'Américain, les restaurateurs égyptiens parviennent, morceau par morceau, à reconstruire le mobilier qui laisse deviner le goût d'une souveraine au 3e millénaire avant notre ère. Reisner ne pouvait se passer de l'Égypte, de sa lumière et de ses paysages. À la fin de sa vie, l'université de Boston le supplia de rentrer en Amérique, mais il ne voulut rien savoir. George Reisner meurt en 1942 dans ce Harvard Camp qu'il avait tant aimé. Il est enterré au cimetière chrétien du Caire. Jusqu'au bout, il n'a cessé de travailler. Presque aveugle, il dictait à sa fille ses manuscrits afin de tout laisser en ordre après lui. En 1891, un jeune Anglais timide débarque en Égypte pour tenter sa chance. Il a 17 ans et s'appelle Howard Carter. À peine arrivé, c'est le coup de foudre. Il a trouvé sa terre d'élection. Il y consacrera sa vie. Son nom reste associé à la plus extraordinaire découverte archéologique du siècle, la tombe de Toutankhamon. En ce temps-là, une grande effervescence règne dans la région de Thèbes face à Luxor, provoquant souvent un véritable désastre sur le plan archéologique. La vallée des rois est aux mains d'hommes qui fouillent sans accorder d'attention aux travaux de déblaiement ni au relevé des sites. L'un des plus célèbres, Theodore Davis, à plusieurs reprises, fut à deux doigts de découvrir la tombe de Toutankhamon. Si Theodore Davis était tombé sur Toutankhamon, dit l'égyptologue anglais Nicholas Reeves, l'histoire de la destruction de la vallée aurait pu être plus tragique encore.
L'Américain renonça à poursuivre les fouilles en 1914, déclarant que la vallée des tombes était désormais épuisée. La place était libre pour Howard Carter. Né le 9 mai 1874 à Londres, Howard Carter était le dernier des 11 enfants de Samuel John Carter, peintre animalier, et de Martha Joy Sands. Il reçoit une éducation sommaire, ce dont il souffrira toute sa vie. Il manque de confiance en lui, mais il a heureusement hérité des dons artistiques de son père. C'est grâce à son talent de dessinateur qu'il va sortir du lot et séduire un jeune professeur d'égyptologie à l'université du Caire, Percy Newberry, qui l'engage dans sa fondation. Carter se lance dans l'aventure. Malgré son absence de formation scientifique, il devient archéologue sur le terrain. Une anecdote célèbre relate la rencontre qui eut lieu entre Flinders Petrie, sommité de l'égyptologie internationale, et le jeune homme débutant. « Monsieur Carter, dit Petrie, est un garçon de bonne composition qui s'intéresse exclusivement à la peinture et à l'histoire naturelle. Je ne vois pas l'utilité pour moi d'en faire un fouilleur. » Quoi qu'en pense l'austère Petrie, Carter croit en sa vocation d'égyptologue. Il découvre la vallée des rois comme dessinateur de l'Egypt Exploration Fund. Pendant 6 ans, il recopie les inscriptions du temple funéraire de la reine Hatshepsut à Der el-Bahari, tout en poursuivant une œuvre picturale d'un très grand charme, inspirée des paysages, des temples ou des objets d'art égyptiens. Il distribue ses aquarelles à des parents ou des amis, mais il en vend aussi aux touristes de passage à Luxor et aux chercheurs de trésors. Contrairement à Petrie, Gaston Maspero, directeur du service des antiquités, remarque immédiatement les qualités du jeune homme. Promu inspecteur général des monuments de Haute-Égypte, Carter repart pour le sud. Ce sera la grande chance de sa vie et le début d'une amitié indéfectible entre les deux hommes. Les lettres de Howard Carter à Gaston Maspero reflètent la confiance et l'admiration que le jeune Anglais éprouve pour son aîné. Carter écrit à Maspero à propos de tout, ne prend aucune décision importante sans en avertir le directeur. Dès sa nomination, il voyage au loin. La vie d'inspecteur va même le conduire jusqu'en Nubie. Faute de pouvoir s'y rendre lui-même, Maspero demande à l'inspecteur en chef Howard Carter de parcourir la province et de lui indiquer quels travaux de restauration il jugerait urgent de faire. L'égyptologue anglais remet un rapport détaillé sur tous les grands temples, Dacca, Kalabcha, Wadi el-Seboua, qui malheureusement, pour des raisons d'argent, ne sera jamais suivi d'effet. Visiblement, Howard Carter ne vit que pour son travail. Dans les lettres à sa mère, il décrit l'organisation de la maison ou les petits événements qui l'attristent, comme la mort de ses gazelles, mais c'est un homme qui se livre peu et reste très secret sur ses sentiments. Chère maman, mes visites d'inspection dans des sites imprévus font que les jours paraissent des semaines. C'est une vie étrange. Une lettre arrive le matin et tout est changé. Je ne sais jamais où je dois me rendre. Je pars dans une direction opposée à ce qui était prévu, à moins qu'on me demande de rester où je suis. En tout cas, c'est cela une vie d'inspecteur. Parmi les activités de l'inspecteur Howard Carter figure en premier lieu la lutte contre le vol. Le saccage de la nécropole royale remonte à la plus haute antiquité. Pour les paysans pauvres de la vallée des morts, les trésors des pharaons cachés sous les sables constituent depuis toujours une tentation irrésistible. Profitant d'une absence de Carter, certains habitants de Gourna forcent cette fois la porte du tombeau d'Aménophis II. Menant une véritable enquête policière, Carter photographie lui-même les empreintes laissées dans les tombes par les voleurs et nous livre ses conclusions. Je comparais soigneusement les traces que j'avais relevées dans les différentes tombes. Après vérification, les photos révélaient des empreintes de pieds nus qui appartenaient à la même personne. Selon l'égyptologue, le vol de la tombe d'Aménophis révèle l'existence d'un vaste réseau de corruption qui touche la police elle-même.
Devenu inspecteur de Basse et Moyenne Égypte, Howard Carter s'installe au Caire. Mais peu après, en janvier 1905, il quitte ses fonctions à la suite d'une violente dispute survenue à Saqqara avec des touristes déplaisants qui exigent des excuses. À juste raison, Carter refuse. Il est contraint de démissionner. Je suis de tempérament bouillant, et je possède en outre cette ténacité que les gens mal intentionnés décrivent parfois comme de l'entêtement, et qu'aujourd'hui, mes ennemis se plaisent à désigner par les termes de mauvais caractère. Eh bien, je n'y puis rien changer. Le mauvais caractère de Carter allait le poursuivre toute sa vie. Pour l'heure, il lui coûte sa carrière au service des antiquités. Ce sont les années noires. Il doit renoncer à l'égyptologie et vit chichement de ses aquarelles. Son destin bascule le jour où il rencontre Lord Carnarvon. Le 5e comte Carnarvon symbolise le type du parfait lord anglais. Il est riche, distingué, grand collectionneur, fou de chevaux et d'automobiles. À la suite d'un accident de voiture qui le laisse en très mauvaise santé, il se rend pour la première fois en Égypte en 1903, où le climat lui convient mieux que l'humidité anglaise. Il commence par entreprendre des fouilles pour occuper ses loisirs, mais bientôt, ce passe-temps se change en passion. Il recherche alors un homme érudit pour diriger ses travaux. C'est Gaston Maspero, encore lui, qui conseille à Lord Carnarvon d'engager Carter. Celui-ci en éprouve une immense reconnaissance qui se transforme en une véritable affection filiale jusqu'au départ de Maspero pour la France. Je ne peux pas croire que vous nous quittiez. Imaginez, le service sans vous est au-dessus de mes forces. L'équipe Carter-Carnarvon se met au travail. Entre 1907 et 1912, les deux hommes obtiennent une concession dans le village de Gourna, sur la rive occidentale de Thèbes. Leur amitié se concrétise par la construction d'une belle maison de fouilles, le Castle Carter. Après les années difficiles, Carter peut enfin s'installer et travailler dans des conditions qui dépassent tout ce dont il avait rêvé. Il ne quittera plus cette maison jusqu'à la fin de son aventure en Égypte. Les relations entre l'aristocrate passionné d'archéologie et l'égyptologue autodidacte sont complexes. Lord Carnarvon reconnaît dans Carter plus qu'un archéologue talentueux, un véritable allié. Carter lui propose en effet de couvrir une partie des frais engagés grâce au commerce d'antiquités achetés au bazar du Caire et revendus au prix fort à des collectionneurs étrangers. Les plus belles pièces rejoignent directement la collection personnelle de Lord Carnarvon dans son château de Highclere. Dans le milieu scientifique, le tandem Carter-Carnarvon s'impose. Le chantier de Gourna se révèle extrêmement productif. Carter met au jour de nombreuses tombes privées et divers monuments royaux dans le secteur de Deir el-Bahari. Dès le début de leur collaboration, les deux hommes s'étaient assignés comme objectif ultime de travailler dans la nécropole royale du Nouvel Empire, dont la concession appartenait à Theodore Davis. Lorsque celui-ci se retire en 1914, les Anglais prennent la place et ouvrent un premier chantier. Les effets de la guerre qui fait rage en Europe se font sentir jusqu'en Égypte. Carnarvon reste bloqué en Angleterre. C'est à partir de 1917 que Carter est en mesure de commencer ses travaux dans la vallée des rois. Au cours des années qui suivent, il se consacre exclusivement à la recherche de la tombe tellement convoitée du jeune pharaon oublié par l'histoire, Toutankhamon.
Au fil des saisons, le massif montagneux va être entièrement sondé sur plusieurs kilomètres. Il porte encore aujourd'hui la marque des entailles creusées par Carter. Une foule innombrable transporte des milliers de tonnes de déblais dans des couffins ou au moyen de wagons d'Ecoville qu'on actionne à la main. 5 années de fouilles, n'ayant abouti à aucun résultat, Lord Carnarvon résout d'en finir. Il convoque l'archéologue chez lui à Highclere pour lui signifier la nouvelle. Carter ne peut s'y résoudre et propose de financer lui-même une dernière saison. Lord Carnarvon disait « Mon pauvre ami, je crois que nous devons abandonner. » Et Carter, navré, supplié, disant « Laissez-moi encore une chance. » Carnarvon consentit et, dès le premier coup de pioche, l'année suivante, on tomba sur la première salle du trésor. Une ultime intuition guide Carter aux abords immédiats de la tombe de Ramsès VI, afin de réexplorer de façon plus méthodique encore une zone qu'il avait déjà fouillée. Il a conscience de jouer sa dernière carte. Le 4 novembre 1922, à 10 h du matin, l'amorce d'un escalier enfoui à 4 mètres de profondeur sous l'entrée de la tombe de Ramsès VI lui apparaît. 16 marches sont dégagées, conduisant à une porte murée et plâtrée, recouverte de sceaux encore intacts. Sans aucun doute, la tombe présentait tous les aspects propres à la 18e dynastie. Était-ce celle d'un aristocrate enterré là par autorisation royale? Ou plutôt, une cache royale abritant pour des raisons de sécurité une momie et son mobilier? À moins que ce ne fût la tombe du roi à qui j'avais consacré tant d'années de recherche. Carter donne l'ordre à ses hommes de combler à nouveau l'escalier et il envoie à Carnarvon le télégramme devenu fameux. Avons fait une découverte extraordinaire dans la vallée, une tombe somptueuse dont les sceaux sont intacts. L'avons refermée jusqu'à votre arrivée. Félicitations. 20 jours plus tard, Lord Carnarvon descendait du train à Luxor. L'escalier est entièrement dégagé. C'est sans difficulté aucune que nous pûmes déchiffrer sur la tombe le nom de Toutankhamon. La porte murée est démontée morceau par morceau, révélant un couloir en pente rempli jusqu'au plafond d'éclats de calcaire. Le 26 novembre, le couloir est vide. Devant les fouilleurs se dresse une deuxième porte, également plâtrée, couverte des sceaux de l'enfant roi. L'instant décisif était arrivé. Ignorant ce qu'il allait découvrir, Carter perce un petit trou et introduit une bougie. Au début, je ne vis rien, mais tandis que ma vue s'habituait à la lumière, des détails se détachèrent lentement du brouillard. D'étranges animaux, des statues, et partout le scintillement de l'or. Pendant quelques secondes, qui durent sembler une éternité à mes compagnons, je restais muet de stupeur. Et lorsque Lord Carnarvon demanda enfin « Voyez-vous quelque chose ?» je ne pus que répondre « Oui, des choses merveilleuses. » C'est pour Carter l'aboutissement d'une vie dévorée par une idée fixe, la concrétisation d'un rêve. Le jour entre les jours, le plus merveilleux qui m'ait été donné de vivre et qui, à mon sens, restera inégalé. L'archéologue et son mécène ne sont pas longs à réaliser l'immensité de leur découverte et toutes les conséquences qu'elle implique. L'ivresse s'était emparée de nous sans nous laisser un seul instant de réflexion. Mais pour la première fois, nous prenions conscience de nos responsabilités et de la tâche prodigieuse qui nous attendait. Ce n'était pas une découverte ordinaire que l'on put expédier en l'espace d'une saison. Il n'existait pas davantage de précédent qui nous indiquât comment procéder. L'entreprise dépassait le cadre de toute expérience passée, nous déroutait
Et du moins en cet instant, elle était démesurée au regard de toute action humaine, quelle qu'elle fût. L'essentiel est de constituer une équipe compétente. Carter appelle le monde de l'égyptologie à l'aide. Une dizaine de personnes, archéologues, architectes, mais aussi dessinateurs, restaurateurs, rejoignent Carter et Carnarvon à Thèbes. Arthur Mace, Henry Breasted, Alan Gardiner, Arthur Callender, Percy Newberry et le photographe américain Harry Burton, à qui l'on doit 2800 documents, véritables photoreportages qui décrivent les différentes étapes du travail, mais surtout fixent l'instant de la découverte et immortalisent ce que Burton est le seul à voir, l'émotion, dans les yeux de Carter. La nouvelle de la découverte connaît un immense retentissement et provoque l'arrivée en masse des touristes et des journalistes. Pour permettre aux savants de travailler en paix, Carnarvon avait signé un contrat d'exclusivité avec le Times. Mais cet accord provoque la jalousie des grands États et la fureur des nationalistes égyptiens. Par vengeance, certains des journalistes tenus à l'écart se font un malin plaisir de colporter la rumeur d'une malédiction qui devait s'abattre sur les égyptologues. Ce fut le début d'une longue légende. À l'intérieur de la tombe, l'antichambre offre le spectacle d'un incroyable chaos provoqué par des voleurs qui, sous l'Antiquité, s'étaient introduits dans les lieux. Le capharnaüm est tel que le déplacement d'une œuvre risque de provoquer un désastre. Ces moments-là étaient de vrais cauchemars. Pourtant, les problèmes ne font que commencer. La tombe ne comprend pas moins de 2099 objets. Pour les archéologues, le premier travail sera de répertorier et de numéroter tous les objets, empilés les uns sur les autres, et d'établir un plan de chacune des chambres. Il y en a 4 au total, l'antichambre, l'annexe, la chambre mortuaire et la salle du trésor. Il faudra 10 ans aux archéologues pour vider et restaurer les trésors de Toutankhamon. Opérant du nord au sud, nous dégageâmes les grands lits à tête d'animaux. Chaque objet était placé sur une civière rembourrée et attaché avec des bandages. Lorsque nous en avions chargé un nombre suffisant, nous les faisions partir en convoi sous escorte jusqu'au laboratoire. C'était là le moment qu'attendaient les visiteurs agglutinés autour de la tombe. Il nous a fallu 7 semaines pour vider l'antichambre. Au fur et à mesure de leur arrivée dans la tombe de Séti II, transformée en laboratoire, un par un les objets sont nettoyés, mesurés, étudiés, restaurés. Et pourtant, Carter se sent parfois dépassé par l'immensité de la tâche qui lui incombe. En fait, on ne prend jamais assez de notes. Une chose qui vous paraît claire sur le moment ne le restera pas forcément quand viendra le temps de travailler sur le matériel rassemblé.
La mort brutale du 5e comte Carnarvon, le 5 avril 1923, marque un tournant dans l'extraordinaire aventure et laisse Carter seul face à ce travail colossal. C'est seulement 3 ans après la découverte de l'entrée de la tombe qu'arrive enfin pour lui le moment tant attendu, celui de la rencontre avec la momie royale qui repose depuis des millénaires au fond du dernier sarcophage. Au moment d'ouvrir la sépulture et de pénétrer au cœur du secret des pharaons, Howard Carter fut saisi par l'importance du rôle qui était le sien aux yeux de l'histoire. Nous sûmes alors que nous serions les premiers à ouvrir cette chapelle, les premiers à saisir des objets que nul n'avait touchés ou abîmés depuis que l'enfant roi reposait, depuis près de 3000 ans. 4 cloisons en or, couvertes de motifs empruntés au livre des morts, forment les chapelles et renferment un immense sarcophage qui, à son tour, contient 3 cercueils emboîtés comme des poupées russes. Le dernier, en or massif, pèse 110 kilos et abrite le corps du roi, dont le visage est recouvert de son célèbre masque incrusté de pierre. C'est là que l'importance et la beauté de notre découverte nous apparurent réellement. Quand cette pièce unique et merveilleuse, cette masse fabuleuse d'or sculpté, resplendit devant nous. Le masque d'or avait une expression triste et calme, suggérant la jeunesse, prématurément surprise par la mort. Il restait encore à vider une 4e pièce dont l'ouverture béante révélait de pures merveilles. Statuettes du pharaon, cercueil miniature en bois doré, coffret de bois d'ivoire incrusté d'or et de faïence bleue. Tout cela n'était que la partie visible d'un véritable iceberg de bijoux, de perles, d'arcs et de flèches, de linges, de victuailles. La tombe de Toutankhamon renfermait tout ce qu'un roi égyptien pouvait souhaiter pour mener une existence heureuse dans l'au-delà. Howard Carter achève la restauration des objets de Toutankhamon au printemps 1932, 10 ans après la découverte de la tombe. Il consacrera le reste de sa vie à la préparation d'une publication. La 3e partie d'un rapport préliminaire paraît en 1933. Carter n'ira jamais au-delà. Il ne put rédiger qu'une nomenclature sommaire des objets découverts, un compte-rendu succinct qui ne comporte pas de véritable analyse stylistique, épigraphique et technique. Selon les égyptologues contemporains, Howard Carter n'était sans doute pas à la hauteur de la tâche à laquelle il avait consacré 30 ans de sa vie. Mais devant l'énormité de la découverte, personne peut-être n'aurait pu mieux faire. Couvert de gloire, Carter s'est éteint le 2 mars 1939 à Londres, dans son Kensington natal. Il avait 65 ans. Voyez-vous quelque chose? Oui, des choses merveilleuses.